Eh bien, nous allons démarrer le webinaire. Je vois que les connexions se sont succédées et nous allons regarder ensemble donc les esquisses et les faisabilités, qui sont les phases préliminaires pour tout projet que l'on portera à l'étude. Donc, je viens clôturer en fait cette série de webinaires du printemps que l'on pourra revoir en replay. On en reparlera en fin de webinaire. Nous allons démarrer donc les études et faisabilité numérique avec Autodesk Forma. Alors, on en parle de plus en plus, et à juste titre du reste. Et c'est également une intelligence artificielle qui est au service de la préconception, comme vous le voyez en sous-titre. Donc, avant toute chose, donc, je me présente rapidement, Thierry Minkela. Je suis responsable du pôle architecture en qualité de VDC BIM Manager et je suis dans la filière de l'architecture digitale depuis une trentaine d'années. J'ai croisé pas mal de personnes et certains d'entre vous peut-être et j'ai le plaisir donc d'animer ce webinaire aujourd'hui avec vous. Donc le sommaire est le suivant. Nous allons donc regarder ensemble la présentation de cette plateforme, en fait, Cloud, pour les faisabilités avec Forma, qui inclut SpaceMaker, et je commencerai par ce point-là. Pour ceux qui connaissaient déjà SpaceMaker, eh bien, sachez que SpaceMaker glisse tout ou partie dans Forma. On aura l'occasion d'y revenir. Puis nous irons vers la catégorie des présentations démonstrations avec tous les points clés nécessitant donc une préétude, création d'un nouveau projet, intégration des paramètres généraux et du PLU, aspect quand même très important, la création des hypothèses d'études, les simulations d'analyse jusqu'à l'exportation de Forma vers Revit, sachant qu'il y a un aller-retour, on peut aussi aller de Revit vers Forma, et nous en viendrons aux questions-réponses. Alors, pour démarrer, avant toute chose, une présentation de la société qui existe depuis 1988, qui de période en période a travaillé sur pas mal de sujets différents, jusqu'à un amorçage dans les années 2010, on va dire, par rapport au développement BIM, puis de la productivité BIM, et enfin l'optimisation du BIM avec tout ce qui concerne les plateformes collaboratives, mais également plusieurs sites différents, et notamment un site relativement récent, entre guillemets, situé à Tunis, pour le pôle BIM Tunis. Voilà. Alors, Refessa, c'est également un spécialiste de plusieurs états, par exemple l'informatique à 360 degrés, bien entendu, un portefeuille produit qui est complet parce qu'on ne peut pas imaginer répondre à des attentes de clients concernant des études, qu'elles soient de l'ingénierie ou de l'architecture, sans y associer tout l'environnement matériel commun. Donc, bien entendu, il y a des partenaires technologiques, des services au conseil, que ce soit d'ordre d'accompagnement projet ou de formation certifiée, et puis une proximité des clients qui nous est chère, avec la spécialité, bien sûr, dans le secteur d'activité bien connu depuis de nombreuses années. Donc un interlocuteur unique pour un ensemble de prérogatives importantes par rapport à un bureau, qu'il soit sur la préétude, voire jusqu'au chantier. À chaque question, à chaque raisonnement, sa solution. Alors le contexte des études de faisabilité, pour refaire un focus sur cet aspect qui est assez important, il faut savoir d'abord avant tout une chose, c'est que les entreprises pourraient générer beaucoup plus de valeur, comme je le marque ici. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le conditionnel. Pourrait générer beaucoup plus de valeur parce que pour l'instant c'est pas tout à fait le cas puisque dans les enjeux de la construction, c'est le secteur le moins numérisé à l'échelle mondiale, ce secteur de la faisabilité, pré-projet, pré-conception, etc. Donc il y a un manque d'investissement numérique, en particulier dans ces phases-là, en fait, qui nous conduisent à des investissements technologiques qui sont en moyenne relativement faibles pour l'instant au regard de ces études. On estime qu'il y a environ 20% du budget qui est dédié aux premières phases seulement, j'allais dire. Enfin, l'optimisation de la valeur dès les premières phases, elle est indispensable. De quoi parle-t-on ? On parle de ne rien perdre
du raisonnement qui nous ont conduit à travailler une faisabilité. Finalement, est-ce que le projet va être jouable, possible, sinon de quelle manière? Eh bien, c'est ce contexte-là qui n'est pas tellement, voire très peu numérisé, et donc en le numérisant, on va avoir une optimisation de la valeur dès ces premières phases, mais on va aller bien au-delà. C'est ce que je vais vous montrer sans plus tarder. Donc, les atouts de format pour les faisabilités, donc je le répète, hein, il y a parmi vous peut-être des gens qui connaissaient SpaceMaker et qui travaillaient peut-être un peu avec. Format, Absorbed, tout ou partie de SpaceMaker. Donc, on va parler de format santé, format A. Hein. Et ces atouts, quels sont-ils? Alors, ils sont pluriels, bien entendu. Donc, un modèle numérique instantané. C'est quand même pas rien d'avoir un modèle préparamétrique sur lequel je peux intervenir, d'ailleurs, assez aisément en temps réel. Donc ça, c'est plutôt une chose assez intéressante. Une conception optimisée par l'intelligence artificielle, certes, qui est une aide artificielle, intelligence artificielle de premier rang, dans la mesure où on va définir des paramètres de base sur lesquels on aimerait atterrir, on aimerait aller, on aimerait retrouver des études proches de ce que l'on a en tête pour pouvoir ensuite ne rien perdre de ce fil numérique et l'approfondir dans Revit par exemple. L'analyse en temps réel, c'est-à-dire que quand j'ai une faisabilité qui commence à prendre forme, je peux lui soumettre une quantité d'analyse relativement intéressante avant de rentrer trop dans le détail, justement, et pour savoir si je vais dans la bonne direction, hein, bien entendu. Et enfin, tout ceci nous conduit à une collaboration relativement transparente, puisque j'ai un lien permanent entre format, SpaceMaker et Revit, sachant que le retour est possible aussi. Alors, regardons ensemble la création d'un nouveau projet dans Format. Et comment ça se présente? Alors, dans ce qui était déroulé ici, on va créer un nouveau projet, tout simplement. Donc, on va sur une plateforme. Qui dit plateforme dit Internet, pour parler familièrement et simple. Et je n'ai donc pas de solution embarquée sur un PC. Je vais sur Internet pour aller travailler et formuler mes études. Et là, je vais simplement aller chercher le terrain que je souhaite avoir, sur lequel je vais réfléchir, en y mettant mes images satellites, en allant faire un focus sur l'îlot que je souhaite traiter. Là, par exemple, je suis dans le 3e arrondissement de Lyon, en plein centre-ville, et il y a des existants, il y a des voisins, bien entendu, et je vais donc commencer à récupérer les parcelles qui m'intéressent. Alors là, c'est un îlot où il y avait 3 parcelles, qui constitue un îlot vraiment central à côté des IGH, des immeubles à grande hauteur, et je vais commencer à délimiter tout ça en faisant l'acquisition, en fait, de la data qui m'intéresse. Et une fois n'est pas coutume, en France on a beaucoup de chance puisque la totalité des datas est gratuite. Ce qui n'est pas forcément le cas des pays scandinaves ou d'autres pays, mais en tous les cas chez nous c'est gratuit. Et on va récupérer donc un terrain là qui est relativement simple puisqu'il est à peu près plat, on va dire. Et je vais commencer à définir pas mal de points concernant mes prérequis au niveau de mes éléments. Donc c'est l'intégration des paramètres généraux et du PLU. Donc les paramètres généraux, c'est l'idée selon laquelle je vais me dire que je vais avoir une épaisseur composée de parois verticales de telle valeur. Je vais avoir des noyaux qui vont être constitués comme ceci, avec des circulations verticales comme cela. Je vais définir des contraintes que je lui donne finalement à format. Et si je fais un focus sur les analyses, on voit bien que de bâtiments, parking, jusqu'au bruit, vue, vent et jusqu'au climat, je vais être en mesure de pouvoir soumettre ces analyses par rapport à mon étude qui commence à prendre forme. Et puis, parallèlement, je vais essayer aussi de donner des usages à une étude d'urbanisme, aménagement extérieur de grande envergure, comme c'est le cas ici par exemple, malgré qu'il y ait des plots de bâtiments à étudier. Et donc ça sera du commerce, ça sera du logement, ce sera des usages différents
qui vont récupérer par catégorie donc des programmes de surface différents. Donc c'est assez intéressant pour savoir où je vais. Et enfin, ça c'est ma marque de PLU selon laquelle je vais lui donner un décalage par rapport à mon parcellaire, formuler mes attiques, travailler mes hauteurs, etc., etc. Donc tout ça on peut le faire de manière assez simple. Une fois que j'ai récupéré l'acquisition de mon terrain avec les existants, je vais commencer à travailler sur l'étude elle-même. Donc je vais me mettre sur la notion du PLU, là par exemple, et sur ce PLU, je vais tracer ma zone. Je vais aller dire tout simplement que sur la parcelle sur laquelle j'ai récupéré les paramètres génériques, je vais tracer une zone. Et sur cette zone, je vais considérer que ça va être la zone à récupérer sur la base de mon PLU. Alors, petit point important, le PLU étant différent de région en région, de pays en pays, on laisse la charge à l'architecte de l'interprétation du PLU. Donc là, je considère que je l'ai mis à une certaine hauteur pour casser mon retrait par rapport à ma ligne de terrain, étant entendu que la presqu'île de Lyon est à environ 168 mètres d'altitude, etc. Là, je l'ai mis à 190 pour déterminer un recul par rapport à cette ligne. Et on voit que j'ai une ligne de 1 pour 1 pour l'instant que je peux ranger de 1 pour 2 au niveau de mon retrait en attique, par exemple, et que je peux du reste non seulement changer les valeurs et changer son calcul, comme vous pouvez le constater actuellement, mais en même temps, je pourrais très bien lui dire que finalement le calcul se fait de manière inversée, et en effet, je pourrais lui donner une orientation inversée par rapport à ce qui doit être considéré, comme vous pouvez le voir maintenant. Donc là, je vais le mettre quand même du côté de mon terrain, voilà qui est fait, et puis je vais enrichir mon scénario. Parce que je peux faire X scénarios. Un scénario avec telle contrainte, un scénario avec telle autre contrainte. Et là, je vais travailler sur ce scénario-là. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait d'hypothèse. Donc, je vais commencer à rentrer mes hypothèses. On voit qu'il y a des valeurs prédéfinies. On voit que je peux faire des surfaces quand je regarde mes programmes de surface par ratio ou pas. Mes noyaux, je peux les considérer aussi avec une telle... comment dirais-je, des paramètres particuliers qui vont faire qu'ils vont me rendre une faisabilité dans les paramètres que je lui aurais indiqués. Et ça, c'est ma feuille blanche. Voilà, je vais partir d'une feuille blanche en déterminant des paramètres souhaités qui constitueront autant de contraintes, bien entendu, sur lesquelles je vais pouvoir partir. Et je vais lui demander ensuite de pouvoir travailler sur des hypothèses. Donc pour l'instant, ma feuille est toujours blanche, j'ai toujours des existants et j'ai pas encore mon programme de surface qui est activé, tout simplement parce que j'ai pas encore monté mes hypothèses. Alors pour créer ces hypothèses d'études, rien de plus simple, je vais pouvoir même les comparer, vous allez voir. Donc je vais partir de design à un module qui est Explore, et dans Explore, j'ai la possibilité d'aller chercher, par exemple, une étude de mes emprises. Alors sur les emprises, j'ai une possibilité de choisir des hypothèses de plan masse. Donc je vais en écarter certains, par exemple écarter le rayonnement, écarter les hypothèses de plan masse fermé, ce genre de choses, et en garder certaines autres, de telle sorte que je puisse générer maintenant des hypothèses constructives de faisabilité sur la base des paramètres que je lui ai donnés. Donc, on peut lui demander de faire des niveaux variés ou fixes. Alors, varié, ça sera donc un niveau médian, un niveau pas plus bas que ou pas plus haut que. Et là, boum, il me sort X variantes possibles, donc les fameuses hypothèses sur lesquelles je vais commencer à comparer des choses, parce que vous voyez qu'à chaque hypothèse, il me propose la surface utile, il me propose la surface d'implantation, etc. Donc, j'ai la CHOB, je peux comparer à la fois la 3D, de ce qu'il est en train de me montrer, dans quel sens ça peut aller, mais en même temps les paramètres et ses valeurs. Donc je sais où je vais. Donc là je suis en train de me séparer de l'existant, que j'enrichis mon premier scénario, qui est toujours le premier scénario, sur cette page complètement blanche. Et là maintenant, je vais aller traiter les hypothèses qu'il m'aura proposées. Alors bien sûr que je pense que vous serez d'accord avec moi,
Il y a des hypothèses auxquelles je n'aurais pas pensé, évidemment. Hein, je le répète souvent, mais vu que je m'en sers régulièrement, ça se vérifie tous les jours. Donc, en effet, il me répond dans la minute des hypothèses auxquelles je n'aurais pas pensé. Et je vais pouvoir, depuis peu d'ailleurs c'est possible, je vais pouvoir écarter certaines hypothèses, d'autres dont je suis déjà satisfait. Quand j'en choisis une, comme vous pouvez voir là, en 3D, chaque hypothèse, je clique dessus et je vois en volumétrie l'hypothèse qu'il m'a rendue. Et là je me rends compte à la fois visuellement, graphiquement, l'impact que ça a sur mon parcellaire et en même temps sur les valeurs utiles les plus importantes, hein, au niveau des surfaces. Donc je vais être capable d'en choisir une qui se rapproche le plus de ce que je souhaitais faire au départ et que j'aurais associé à la demande de la maîtrise d'ouvrage ou du donneur d'ordre. Et une fois que je l'aurai fait, je vais rentrer sur tous mes filtres et isoler certains endroits plutôt que d'autres. Donc là, j'ai changé quelques petits éléments pour affiner un peu plus mes hypothèses et il me passe en revue une série d'hypothèses que je reconsidère de nouveau et à partir de ce moment-là, je vais en choisir une qui me semble la moins éloignée de ce que je souhaite faire et je vais donc isoler certains plots de cette partie. Alors vous voyez, on peut naviguer assez facilement en temps réel sur chacune des propositions qui ne sont que des propositions. Rien ne m'empêche, et c'est là où il faut le dire, de les écarter totalement et de faire la nôtre. Mais là, il se trouve qu'il m'a produit 3 îlots dans ce parcellaire global qui me conviennent, qui sont pas mal et dont je souhaite qu'ils ne retravaillent plus. Donc je les exclus, comme vous pouvez le voir, et je laisse encore libre les 3 autres zones sur lesquelles je vais changer des paramètres pour affiner davantage une nouvelle proposition. Et il se gardera bien donc de ne plus rien changer sur celles que j'ai exclues, les 3 qui sont grisées. Alors je les verrai grisées d'ailleurs sur la 3D en travaillant et même sur ces hypothèses. On voit clairement maintenant la partie blanche qui est toujours à l'étude de la partie grise qui ne bouge plus, que je sois en 3D ou que je sois en plan. Donc c'est très passionnant parce qu'on arrive à optimiser beaucoup de choses et à se rendre compte de l'impact de la densité que je souhaite avoir dans ce centre-ville, par exemple. Toujours avec les valeurs de surface intéressantes par rapport à tout ce que je souhaite aller voir. Donc derrière, une fois que je suis content de ce que je souhaite, je vais partir sur une autre étape qui est celle d'effectuer des simulations d'analyse. Alors, petit focus quand même, on peut faire des analyses par zone, donc les terrains, les bâtiments eux-mêmes, et des pré-études de cellules d'aménagement de typologie de logement, les appartements, de l'environnement, par rapport au parcellaire au sens large du terme, alors là vraiment grand sur le terrain, les espaces extérieurs, comment je peux aménager les espaces extérieurs, et puis la notion de nuisance et les effets sur le voisinage. Autre chose encore sur les réglementations, avec des parkings enterrés ou pas, les études et simulations d'acoustique avec des trafics, et on le verra tout à l'heure, c'est assez intéressant ça. Et puis bien entendu les contraintes géométriques concernant le PLU, comme on vient de le voir il y a peu. Et enfin, une dernière catégorie de simulation, tout ce qui concerne la durabilité. Alors la notion des vents, moyen, dominant, fort, l'ensoleillement et la luminosité, savoir quelles sont les zones de mon projet au niveau des îlots qui sont plus impactés que d'autres et autrement au niveau des vues, je pourrais très bien donner comme contrainte par exemple qu'il me favorise la vue sur la rivière qui est la Saône ou le fleuve qui est le Rhône par exemple puisque mon terrain est à Lyon. Donc si j'y retourne, je vais vraiment m'appuyer sur une hypothèse plutôt qu'une autre et c'est celle-ci que j'aurais choisie. Par exemple, pour un mixte entre mes surfaces, la proposition d'urbanisme et puis la situation par rapport à la demande, bien entendu. Alors, une fois qu'il m'a fait cette proposition, bien entendu, j'ai tout loisir de l'affiner, j'ai tout loisir de revenir dessus. C'était simplement, je le répète, une hypothèse qui me semblait la moins éloignée de mon idée première. C'est ça qui est génial parce que je vais revenir dans tous les détails possibles. Alors d'abord au niveau des catégories complètes globales sur chaque bâtiment eux-mêmes.
là j'en ai une quantité importante, donc je recale à des angles de mes limites de terrain, et puis je vais retravailler directement mes étages. Vous voyez que de 5 je passe à 10 étages en 2 temps, 3 mouvements, mais surtout je vous invite à regarder les surfaces juste au-dessus en temps réel qui me disent où j'en suis. Je suis en train j'ai un œil permanent sur le programme des surfaces. Et si je veux que dans ce bâtiment, il n'y ait qu'une seule trame qui soit plus haute qu'une autre, ce n'est pas un problème non plus. Très rapidement, et on obtient donc le nombre d'étages qui va bien, avec les hauteurs d'étages que j'avais prédéfinies au départ par rapport à l'épaisseur des parois, je le répète, qui constituent donc des surfaces qui sont assez proche de la réalité par rapport à ce que si je souhaitais faire des commerces ou si je souhaitais faire des logements. Donc je suis en train de travailler finalement mon focus urbain. J'ai ramené très rapidement, c'est très facile, hein, l'image satellite, juste pour voir un premier contrôle au niveau des ondes portées et des ondes projetées. Et déjà tout de suite là, on se rend compte, on valide même ce que les ondes qui seraient portées plus longtemps dans la journée qu'ailleurs. Donc je peux revenir là-dessus pour rajouter des usages particuliers que je n'avais pas au début. Donc c'est très simple, hein. Au départ, il m'en propose 2-3 et je peux en faire autant que je veux. Donc ça peut être des commerces, ça peut être bien sûr des hôpitaux, ça peut être des locaux à vocation clinique ou autre. On peut créer autant d'usages que nécessaire et les affecter à loisir dans mon projet qui commence à prendre forme, comme vous pouvez le constater. Donc, je peux très bien les ranger les uns les autres dans chacun des usages, ce qui va me faire un programme de surface de plus en plus fin. Je serai en mesure de pouvoir répondre que j'ai tant de commerces, j'ai tant de logements, j'ai tant de bureaux, de tertiaires, voilà. Donc, je les range par usage et je vais avoir un détail assez approfondi. Je peux même rentrer dans un bâtiment dédié à des bureaux, comme les 3 bâtiments verts que l'on voit au premier plan, et dire qu'en rez-de-chaussée, je vais les dédier à des commerces. Parce que finalement, dans ce quartier, dans les rez-de-chaussée, j'aurai des commerces. Donc, non seulement je change l'usage d'un même bâtiment sur une zone de surface, mais en plus, je vais lui changer sa hauteur, parce que je considérerais que ce rez-de-chaussée n'est plus à 3 mètres, mais à 4 mètres, par exemple, compte tenu des fluides qui doivent passer, qui ne fonctionnent plus dans comment ça s'appelle, dans le programme qui était donné pour le travail. Donc, ceci étant dit, une fois que je me rapproche de plus en plus de mon idée, je vais poursuivre sur des détails toujours plus fins. C'est-à-dire qu'au niveau des attiques, par exemple, sur les derniers étages, je vais pouvoir commencer à travailler certains niveaux avec des dégradés particuliers de surface, toujours avec un œil en temps réel sur mes bâtiments, au niveau de mon programme de surface qui est la clé par rapport à la demande de ma maîtrise d'ouvrage. Je sais exactement où je vais, où j'en suis à tout moment, tout en ayant le moyen assez intéressant et très pertinent de revenir sur des hypothèses qui m'auraient semblé finalement pas si pertinentes que ça pour certains de bâtiments, pas tous mais certains. Donc en fait j'ai la main sur mon projet et ma faisabilité avance de plus en plus finement. Donc là, on se retrouve avec un projet dont les usages sont clairement identifiés par un statut de couleurs différents. Et puis, j'ai toute mon architecture qui commence à prendre forme et pour laquelle j'ai maintenant des détails qui peuvent sortir sur ce bâtiment de logement. Je peux sortir par exemple une proposition de cellules de typologie de logement. Donc des T2, des T3, des T4, avec des noyaux de circulation verticale que je vais choisir. Si elle est en façade, ça sera comme ça. Si elle est centrale, ça sera autrement. Si elle est décentrée, excentrée, etc., ça sera encore autrement. J'ai plusieurs typologies de noyaux, A, B, C, D, E, qui me proposent. Et là aussi, ce ne sont que des propositions. Et par cage, comme vous pouvez le voir, par cage d'escalier, je peux avoir des noyaux différents. Et il va me balayer des propositions de typologie différentes avec des tranches. Et ces tranches-là,
il va me faire la répartition globale, il les prend sur les paramètres de base que je lui aurais donnés. Donc si ça ne me convient pas, je peux les changer maintenant, à tout moment, et redistribuer mon panel de typologie de logement, par exemple. Tout ça, vous l'avez compris, avant même de rentrer trop dans le détail dans Revit, par exemple. Hein. Donc, une fois que je suis à peu près content de cette avancée dans ma faisabilité, je vais pouvoir entrer dans les analyses. Je vais analyser plein de choses. Je vais pouvoir analyser déjà les surfaces par usage, ça c'est clair, on vient d'en parler, et les mettre en comparaison. Les mettre en exergue, savoir si je peux pas optimiser certains points plutôt que d'autres, mais je vais pouvoir analyser toute la partie aménagement extérieur, végétaux, etc., sur la qualité comme sur l'aspect des terrains, ou alors sur l'exploitation des toitures, ou alors l'ensemble. Ça c'est assez intéressant, il nous donne quand même pas mal de points sur lesquels on peut se baser par rapport à des graphiques existants, et là aussi je peux faire jouer la partie des ombres portées et des ombres projetées à différentes heures données de la journée par rapport au site que je suis en train d'étudier, puis basculer des simulations sur l'ensoleillement. Donc j'ai toujours une réglette en bas comme vous pouvez le voir, sur laquelle je vais pouvoir donner des horaires prédéfinis. Qu'est-ce qui par exemple est ensoleillé le plus longtemps dans la journée, ou simplement 2 heures, ou qui est le plus dans l'ombre. Comme on peut voir, les zones d'ombre qui sont les plus sombres et les zones très ensoleillées qui sont les plus claires, et je peux le voir et le régler finement par rapport aux heures. Est-ce que j'ai 5 heures d'ensoleillement à tel endroit ou pas? Est-ce que j'ai que 1 heure d'ensoleillement à tel endroit ou pas? Mais lequel d'endroit? Il va me le dire et je vais pouvoir le voir tout de suite. Par rapport à un héliodon bien connu sur le site, puisque je l'ai récupéré sur internet et qu'il est informé de la course du soleil à telle date. Donc toutes ces analyses sont intéressantes. Puis après je vais pouvoir travailler sur d'autres analyses. Pareil, concernant les angles d'habitation ou de vision ou autres, et je vois lesquels sont impactés plutôt que d'autres, lesquels ont des vis-à-vis ou vraiment pas de vue du tout, ce genre de choses, plutôt qu'à d'autres particularités avec les angles d'obstruction qui leur sont associés ou pas. Et pareil, avec la réglette du bas, je vais pouvoir mettre en exergue ce qui est vraiment impacté de ce qui l'est moins, tout simplement. Je vais même pouvoir revenir redessiner un trafic particulier, par exemple autour de mon parcellaire complet, pour donner à mon scénario que je ne cesse d'enrichir depuis le début avec de nouveaux éléments, et donner un trafic, par exemple, un trafic, une étude particulière, une analyse sur laquelle je vais pouvoir donner des horaires tôt le matin, tard le soir, ce genre de choses. Donc une fois que j'ai à peu près calé la position de mes bâtiments, l'impact que ça a sur l'ensoleillement, la luminosité, l'impact que ça peut avoir sur les horaires. Là, je suis en train de faire glisser, par exemple, l'impact de cette analyse par rapport à l'ensemble de mes îlots. Et je vois bien ce qui est impacté, c'est plutôt sur le rez-de-chaussée, bien sûr, et je vois ça horaire par horaire et par rapport à la date qui est donnée. Je vais pouvoir travailler sur l'ensemble de mes vues générales. Donc là, j'ai un résultat global sur l'ensemble du projet, mais je peux lui dire celui-ci et rien d'autre, c'est-à-dire choisir un plot, un bâtiment, avec une exposition au vent. Donc là, pareil, est-ce que c'est confortable? Quelle est la sensation du vent assis, debout, difficile, confortable, etc. Donc des sensations différentes avec une vitesse,
une orientation du vent, etc., pour savoir comment vont être impactées mes façades en fait, et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme usage plutôt qu'un autre. Avoir un plot de bâtiment très exposé au vent pour des logements, c'est peut-être moins intelligent que de le remplacer par du tertiaire ou autre chose. On aurait envie que les logements soient épargnés de ce genre de nuisances, par exemple. Donc là, je vais avoir la possibilité de le tester, de le simuler tranquillement. Ça, c'est le premier point. Ensuite, je vais pouvoir exporter ma faisabilité donc de format dans Revit. Donc, il n'y a rien de plus simple. Une fois que je suis content de cet ensemble d'exports et de simulations, je vais l'amener dans Revit. Il me dit que la proposition a été envoyée dans Revit et il me l'a fait, nous voici maintenant dans Revit, il me l'a fait de la façon, de la manière suivante, c'est-à-dire qu'il le fait étape par étape avec ce que je lui aurais demandé. C'est-à-dire que j'ai un onglet qui s'appelle SpaceMaker dans Revit qui va me récupérer une proposition de qu'est-ce que je fais. Je fais des murs, des toits, des plafonds, etc. J'aurais choisi ce que je veux et il va me balayer toutes les étapes de construction assez rapidement, hein, c'est de l'ordre de quelques minutes, hein, et j'aurai un résultat dans Revit déjà monté, alors déjà simulé, déjà éprouvé, simulé, avec des hypothèses qui auront été choisies, des prérequis et des contraintes que j'aurai imposées, et j'arrive dans Revit avec quelque chose de construit, sommairement parce que nous sommes toujours dans la phase esquisse, mais il aura pris soin de tout me créer dans Revit, c'est-à-dire de me faire un bâtiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je crois qu'il y en a 14 ou 15 ici, et me faire des familles de murs. Donc il m'aura créé des familles de murs à 0,36 mètres, puisque c'était les paramètres de base. Mais comme vous le savez, on peut prendre tous les murs d'un bâtiment, ce que je suis en train de faire, et les changer par sa propre famille en 2 temps 3 mouvements. Donc c'est assez intéressant d'avoir cet ensemble d'études et d'analyses issues directement de formats. En allant choisir, une fois qu'on est sur Revit, c'est très simple, comme tout le monde le sait, de permuter les familles qu'il m'aura créées depuis format, les permuter par les familles que j'ai l'habitude d'utiliser moi pour mes parois verticales, entre autres. Ça peut être aussi pour des dalles, des toitures, des plafonds, ce genre de choses, puisque j'aurai au moment de la bascule entre format et Revit choisi de me créer ceci, cela, etc. Donc je me retrouve avec un plan masse qui est maintenant formulé, il est explicite, on en a une lecture, et j'ai été relativement vite. Pourquoi? Parce que Format m'a proposé une foultitude d'hypothèses. Et je le répète, j'aurais pas pensé à toutes les hypothèses qu'il m'a proposées, sur lesquelles donc j'ai un tri visuel qui se fait rapidement, sur lequel je vais prendre des points et pouvoir postuler sur une hypothèse sur laquelle il viendrait même confirmer celle que j'avais en tête, et je vais pouvoir pousser ça jusqu'à Revit. Donc là, on a fait le sens de je crée ma faisabilité en allant chercher mon terrain depuis Format et j'arrive enfin dans Revit et je poursuis dans le détail maintenant. Mais sachez qu'on peut retourner dans l'autre sens, on peut retourner dans Format, ne serait-ce que pour regarder encore plus finement certaines choses qui auraient évolué au niveau des analyses. Encore et toujours, bien sûr. Donc, pour rappel et résumé, vous aurez saisi que c'est un gain de temps. Qui est incontestable. Entre le développement, l'analyse, l'optimisation des concepts qu'il me propose, c'est vrai que ça va assez vite, et surtout je sais que je ne perds pas ce qu'il me propose. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut avoir en tête. En faisant tout ça, j'ai une réduction des risques, bien sûr, puisque j'aurais simulé, testé, analysé pas mal de points, les points clés quand même les plus importants, que ce soit la luminosité, la vue, la notion de résistance au vent, etc. Donc c'est plutôt une bonne chose. J'ai dans l'idée quand même d'avoir beaucoup d'éléments connus avant d'arriver dans le détail dans Revit. Et enfin, une amélioration de la valeur. Le gain de temps plus la réduction de risque me conduit fatalement à une amélioration de la valeur. Donc j'ai la capacité d'améliorer en fait cette fameuse densité de qualité de vie, tout ça pour capitaliser en fait toutes ces informations. En fait, on va capitaliser ces informations, sachant que là on est parti de zéro dans cet exemple, et on peut capitaliser des études d'autres projets.
On peut reprendre d'autres projets sur lesquels partir avec des exemples d'hypothèses de plan masse différents. Parce que là, j'en avais demandé beaucoup d'hypothèses de plan masse. On peut en réduire à 2 ou 3 seulement et récupérer des anciens premiers jets pour aller encore plus vite. Donc, on capitalise dans Forma lui-même à terme et assez vite au niveau de la faisabilité pure, et on capitalise bien sûr sans perdre le lien avec Revit par exemple. Donc c'est le moment des questions-réponses. Donc nous allons patienter. Je vois qu'il y a quelques réponses déjà et je vais donc regarder avec vous. Donc oui, Formit Formit est-il dans l'AEC? Quelle est la différence? Alors, je comprends la question. Formit, déjà. Alors, Formit fait partie de l'AEC, de la collection. Format ne fait pas partie de la collection. Voilà. Donc, la différence, la première différence se situe ici. La deuxième différence, comme vous l'avez vu, Format est intimement lié à Revit puisqu'il a un lien permanent et qu'on ne perd rien de ce que l'on avance, que ce soit les simulations et autres, et ce lien est dans les deux sens, il est bidirectionnel. Formit a un lien avec Revit, sous tutelle de synchronisation, mais ce que fait Formit glisse de plus en plus dans Format, c'est-à-dire la capacité à modéliser. Là on a vu une faisabilité pré-paramétrique où j'ai des hypothèses automatiques qui me sont formulées. Sachez qu'on peut dessiner aussi de manière paramétrique directement sa faisabilité dans Format. Donc ce sont des outils de Formit qui glissent dans Format. Donc j'espère avoir répondu à la question. On va patienter un peu parce que il y en a quelques-unes. Ça y est, j'en vois une autre. La vision du PLU français, avec tous les paramètres qui lui sont dus, est-elle récupérable dans Format? Alors on parle de prospect, oui, usage du bâtiment, etc. Alors oui, quand on travaille sur les paramètres, c'est-à-dire ces contraintes qu'on donne au départ sur la faisabilité, c'est la fameuse part d'interprétation de l'architecte. Format ne peut pas prendre cette place-là. C'est pas possible. Il faut que l'architecte regarde de quel terrain on parle et que dit le PLU par rapport à ce parcellaire-là. Donc à partir de là, il va donner lui l'interprétation nécessaire à ce que Format puisse construire, proposer et donner ses hypothèses. Donc il va donner lui la notion d'attique, le recul des limites de propriété à cet endroit-là, etc., etc. Donc il va donner ces points importants du PLU, de la faisabilité, là où on projette de construire. Donc ça, c'est la part de l'architecte qu'il donne dans Format. Voilà. Et Format rendra sur la base de ces hypothèses-là que l'archi lui aura donné. Donc voilà. Une autre question. La collaboration, Format a-t-il vocation à collaborer encore plus étroitement avec Revit à terme ou plus tard? Oui. Oui. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Format a été récupéré dans le giron d'Autodesk il y a 3-4 ans, quelque chose comme ça, et que c'est comme ils disent, un Autodesk Company, c'est-à-dire que c'est une solution d'Autodesk qui a vocation, donc oui, à travailler de plus en plus étroitement avec Revit, puisque c'est la raison pour laquelle il a été proposé, inventé, et c'est la solution qui répond à ça. Solution qui n'existait pas avant, hein, je le répète encore, c'était comment dirais-je, la part d'ombre, on va dire, du numérique, c'était les faisabilités. Donc oui, il a vocation à avancer très vite et c'est ce qu'il fait d'ailleurs, puisque comme c'est une solution online, quand on s'y rend et qu'on se connecte à Format sur Internet, donc, on voit apparaître de nouveaux outils de manière assez rapide en ce moment, et plus particulièrement sur la partie modélisation. Par exemple. Donc oui, il y a un lien qui va être de plus en plus étroit avec Revit. Ah, question intéressante. Format existe-t-il en version installable sur un PC ou
pas, et bien la réponse c'est ou pas. Ce format n'existe que online, que sur un abonnement sur lequel on va sur la plateforme sur laquelle il est installé et on va sur Internet pour aller faire format. Il n'existe pas de format que l'on installe en propriétaire sur le PC. Voilà, ça viendra peut-être un jour, je l'ignore, mais pour l'instant, et il n'a pas été prévu pour ça dès le départ d'ailleurs, c'était une start-up norvégienne au début qui a imaginé ça, un architecte a imaginé ça, eh bien il l'a imaginé pour que ce soit interopérable avec un maximum d'itérations possibles et sur une plateforme portée par le cloud. Voilà. Est-ce que on a d'autres questions? Non, plus de questions? Bien, alors il m'appartient de poursuivre. En tous les cas, je vous remercie pour les questions. Mais sachez que les montées en compétences se font à travers un prisme des formations BIM chez nous, chez RFSA. Donc on a 10 parcours complets, 64 programmes de formation, ce qui représente beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui sont détaillés dans toutes les formations du portfolio Autodesk. Les formations sont disponibles en présentiel comme à distance. Les financements, ils sont bien sûr assurés, que ce soit les CPF, Pôle emploi, les OPCO et j'en passe, les OPCO et j'en passe. Et puis bien sûr, il y a une équipe de formateurs qui vous est dédiée avec 12 professionnels expérimentés, entre autres, mais on peut aussi vous accompagner sur des projets, bien entendu, en qualité de VDC BIM Manager, pourquoi pas. Je terminerai par vous informer que tous nos webinaires sont en replay. Donc, par exemple, toutes les dates que vous voyez sont en replay. Là, c'était l'ingénierie structure qui se trouve dans la collection AEC, bien sûr, qui avait été animée par Fadi. Tous les autres webinaires, les avantages du BIM dans la conception, les BE infrastructures, architecte et urbanisme, avec SpaceMaker, c'est celui que je viens de clôturer avec vous. Et puis, toute la collection AEC, tous ces webinaires sont visionnables de nouveau en replay. Donc si nous n'avons plus de questions, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation et puis pour toutes les questions qui ont été posées et j'espère vous croiser assez rapidement sur ce sujet comme sur les autres. Merci à vous, à très vite. Au revoir.